On en vient à la guerre commerciale et ses impacts. Dorothée Rouzet, quand on voit donc cette prévision de la Banque de France, 0,6% au lieu de 0,7%, bon, on est un peu sur l'épaisseur du trait, mais enfin c'est de moins en moins bien. Quand on voit qu'en Grande-Bretagne, on commence à dire que le chômage est plus haut que prévu, que la croissance est moins forte, qu'on a les exportations vers les États-Unis qui sont à un niveau de baisse record, est-ce que c'est directement l'impact de la guerre commerciale, on les voit désormais dans les comptes, ou est-ce que c'est l'économie est en stress, les gens n'investissent plus, est-ce que c'est quasiment l'effet psychologique avant même d'être touché par les droits de douane? Aujourd'hui, ce qu'on voit, je pense, c'est d'abord l'effet de l'incertitude, et même la Banque de France le dit dans ses prévisions. Donc effectivement, on révise un peu à la baisse. Nous, en avril, on avait une prévision à 0,7. Sur le plan commercial, alors on se demande toujours quel scénario on va mettre, à quel niveau on met les droits de douane quand on fait une prévision. Si on les maintient au niveau actuel, en supposant que la pause va être étendue, si on suppose qu'après le 9 juillet, ça remonte, enfin, il faut bien supposer quelque chose. La vérité, c'est que dans les scénarios plausibles, ça change pas. Enfin, ça va changer à 0,1 point de PIB, peut-être 0,2, c'est beaucoup quand même. Mais donc on en fait trop alors, en disant tout ça, c'est de la faute des droits de douane. Si finalement ça ne change pas grand-chose. Non, parce qu'en fait, il y a les droits de douane eux-mêmes et il y a toute l'incertitude autour. Il y a le fait que ça change peut-être plus tous les jours, mais quand même presque toutes les semaines. Et que donc, dans ce contexte, les entreprises qui sont très tournées vers l'international, qui sont aussi en général exposées à la Chine, qui sont exposées aux États-Unis, on ne sait pas du tout dans quel environnement on est, en général, on lève le crayon. Donc il y a cet effet incertitude qui joue sur l'investissement notamment. Il y a l'effet direct sur nos exportations, mais ça, c'est pas, pour la France, c'est pas négligeable, et pour certains secteurs, c'est gros. Au niveau macroéconomique, c'est pas si gros parce que d'abord on a d'autres partenaires commerciaux. Les États-Unis, c'est 8% de nos exportations au total. Encore une fois, dans certains secteurs, c'est beaucoup plus, mais c'est plus des problèmes sectoriels. Oui, nous Français, c'est plus des problèmes sectoriels que des problèmes agrégés. Par contre, l'incertitude ambiante, qui est sur les droits de douane, mais qui est aussi sur la situation géopolitique dont on voit bien que du jour au jour ça change. Ce matin, l'expérience ce matin avec l'attaque d'Israël sur l'Iran. L'attaque d'Israël sur l'Iran et les prix du pétrole qui rebondissent. Donc on a toute cette incertitude ambiante et aussi incertitude sur des mesures qui sont je dirais, du ressort de la politique commerciale au sens large pour les États-Unis, mais sur simplement, est-ce que je vais avoir accès aux ressources dont j'ai besoin? Là, on voit bien que la Chine joue des terres rares et des aimants pour faire levier sur les États-Unis. Elle peut le faire aussi sur leur... Enfin, il y a tout cette instrumentalisation des dépendances commerciales qu'on a tous les uns avec les autres, dont on voit bien que c'est une arme dans la guerre commerciale, qu'on peut être soit pris dans le contre-feu entre les États-Unis et la Chine, soit être pris directement en cas d'escalade avec les États-Unis. Et tout ça, quand même, quand on veut investir, c'est pas des signaux positifs. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit le plus, c'est l'effet de l'incertitude sur la croissance. Plus qu'en fait le droit de douane lui-même. Plus que l'effet commercial lui-même. Mais ça reste une... Vous inquiétez, Charlotte Credelucci, c'est pas un contexte très simple. Non, le contexte n'est pas simple, mais c'est vrai que dans l'industrie, on est sur du temps long. Donc je rejoins tout à fait ce que vous disiez. Aujourd'hui, on lève le crayon parce que quelle décision peut-on prendre quand il faut au minimum 12 mois entre le jour où on décide et le jour où on commence à produire dans une nouvelle usine qu'on aurait implantée aux États-Unis? On ne peut pas aujourd'hui prendre de décision puisque toutes les informations changent au quotidien quasiment. Roland Gillet, au milieu de tout ça, le discours d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi un peu celui d'Ursula von der Leyen, c'est dire l'Europe, elle essaye d'être assez fiable, essayer d'être stable dans ce qu'elle dit, elle respecte l'état de droit, un contrat est un contrat, on essaie d'être un îlot de stabilité en disant, c'est notamment le discours d'Emmanuel Macron à Choose France, en disant venez chez nous, au moins on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, quoi. Oui, mais ça, de toute façon, il faut bien qu'on dise quelque chose, donc on se défend comme on peut, mais on sait quand même que pour le moment, parce que ce sont les États-Unis, parce que c'est le dollar, parce que ils ont inondé aussi la planète de leurs obligations américaines, j'entends, notamment en Chine et au Japon, on a un acteur important qui a une commande qu'on ne comprend pas très bien. Je préfère le dire comme ça que d'exagérer dans l'autre sens. Mais les États-Unis restent quand même les États-Unis, et donc clairement, on aimerait bien à un moment donné de voir où ils vont atterrir. Alors, c'est peut-être un mauvais jeu de mots aujourd'hui, mais néanmoins, c'est ça qui pose problème. Et qu'est-ce qui se passe toujours dans ces moments-là?
c'est que le consommateur, lui, déjà, le climat de guerre, ça le fragilise. Moi, dans la petite ville où j'habite, ça fait longtemps qu'on me dit, est-ce que tu crois qu'on aura la guerre? Ça veut dire aussi derrière, est-ce que tu crois qu'on doit pas consommer un peu moins, épargner un peu plus? En fait, tout ça n'est pas bon. Et puis on ne peut pas épargner plus. Je vous le dis tout de suite, on est au niveau quand même stratosphérique, à 18%. Je suis bien d'accord avec vous, mais néanmoins, ça crée déjà cette ambiance. Et deuxième chose, il vient se rajouter une incertitude, parce que c'est plus une incertitude qui a évidemment des tenants négatifs avec les tarifs, puisqu'on sait, et les États-Unis aussi, et les chercheurs aux États-Unis encore plus, puisque certains ont eu le prix Nobel pour ça, et ils l'expliquent d'ailleurs tant qu'ils peuvent, en le hurlant maintenant à Trump, en disant ne le continuez pas, c'est d'abord le consommateur américain dans beaucoup de cas qui va payer, 2, ça va créer de l'inflation, 3, ça va appauvrir les Américains, donc le pouvoir d'achat, ça va créer, Donc tout ça est, et on voit quand même que Trump, il navigue. Mais il y a une échéance qui va arriver sous peu, c'est qu'il va devoir déposer un budget. C'est raté pour une bonne part, le fait de dire les tarifs suffiront à faire payer aux autres, sans même tenir compte des effets induits que ça peut avoir sur les États-Unis, parce qu'il voit bien que maintenant, comme vous l'avez très bien rappelé, on peut l'embêter autrement. Les Canadiens, ça a été à un moment donné, je vais vous couper le courant pour une partie de la population par mon hydroélectricité. D'autres, c'est notamment ici en Chine, vous avez besoin de certaines matières, on ne parle pas beaucoup, mais on vous coupe l'approvisionnement. Donc c'est d'autres sujets qui viennent interférer. Mais il a quand même un problème de budget qu'il doit déposer, où il a organisé d'abord des coupes au niveau, je vais dire, des impôts qu'il voudrait appliquer, pour enrichir les Américains qui ont voté pour lui. Et de l'autre côté, il avait Doge, où le principal intéressé qui aurait dû le faire est parti. Et on ne peut pas dire qu'il est parti, ça a mis longtemps. Et il a en plus des problèmes d'insurrection à différents endroits pour l'immigration. Donc il a énormément de problèmes. Et je pense, et c'est ça que je voulais ajouter, que c'est des États-Unis que la pression sera la plus forte sur Trump. Et donc à un moment donné, je pense qu'on verra où il peut aller, étant donné ce qu'il a à tenir dans une échéance courte. Mais tant qu'on ne sait pas, ça peut être atroce, comme beaucoup moins grave, s'il revient, et ça personne ne le sait aujourd'hui, à ce qu'il a déjà fait dans son premier mandat, c'est-à-dire exagérer, changer, revenir. Mais l'incertitude, c'est ça que je voulais dire, crée deux choses. Elle crée une prime de risque que demandent les investisseurs. Donc ça crée enchérir le coût du capital. Ça, c'est pas bon. 2, comme il y a tellement d'incertitudes maintenant, ils diffèrent même leurs décisions. C'est donc pas bon pour la croissance économique. Et du côté du consommateur, c'est pas bon non plus, parce que lui, il se dit comment est-ce qu'il peut y avoir un type comme ça, et vous mettez ce que vous voulez derrière, à la tête de la plus grande puissance géopolitique dans un climat de guerre. Donc tout ça pousse à un certain ralentissement qui n'est pas dû pour le moment au tarif, qui est dû simplement au contexte général. Ces derniers temps, des petites alertes quand même sur le marché obligataire américain, avec ce sentiment qu'il y a trop de dettes aujourd'hui sur le marché. Est-ce qu'il peut y avoir est-ce que vous voyez les taux obligataires monter à 10 ans dans ces prochains mois ? Je vais pas faire de prédiction sur les taux, mais c'est vrai que on a eu ces derniers temps plusieurs alertes, alors qui étaient d'abord des alertes des marchés en réaction aux droits de douane et aux perspectives de très fort affaiblissement de la croissance aux États-Unis. Et ensuite, il y a eu la dégradation des États-Unis par Moody's, donc ils ont perdu leur dernier AAA. Et là, je dirais, il y a beaucoup d'attention évidemment sur le budget qui est en discussion, qui est un budget qui creuse fortement les déficits, avec des baisses d'impôts assez massives, des coupes dans les dépenses qui en plus sont assez récessives, parce que concrètement, on coupe dans les dépenses d'aide sociale, d'aide médicale, et des perspectives de creusement de déficit, qui sont déjà à 6-7% de déficit pour une économie qui allait bien, qui est au plein emploi, avant l'épisode de droits de douane. Donc il y a pas mal d'attention. Aujourd'hui, les États-Unis sont de loin le premier émetteur parmi les pays occidentaux, donc ils sont déjà les plus gros émetteurs sur les marchés obligataires. Avec ce budget-là, ça ne peut que s'accentuer, au moment où, par ailleurs, on va demander au marché d'absorber sans doute plus de dettes européennes, notamment allemandes. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu cette question on va tester la capacité d'absorption des marchés. Les banques centrales continuent doucement le quantitative tightening, c'est-à-dire de ne pas réinvestir dans les actifs qui arrivent à échéance. Donc, voilà, il y a cette question et il y a beaucoup d'attention des marchés obligataires au sujet américain aujourd'hui. C'est vraiment le principal point d'attention. Ce qui veut dire que la direction des taux américains, elle est probablement plus à la hausse qu'à la baisse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés européens ? C'est un peu moins clair que ça ne l'aurait été il y a quelques temps, parce que jusqu'à il y a quelques mois,
tout le monde, je dirais tous les taux augmentaient et baissaient globalement de concert. On a quand même un peu plus de découplage ces derniers mois entre les taux américains et les taux européens. Donc l'histoire américaine peut affecter les taux américains et continuer à créer un peu plus de repli vers les marchés européens comme ce qu'on a observé. Mais bon, globalement, un appel massif au marché des États-Unis qui fait quand même concurrence à notre dette, c'est pas une bonne nouvelle. Mais est-ce que vous avez peur, par exemple, pour le marché français, pour notre OAT à nous, quand les Allemands vont se mettre à émettre beaucoup de dettes sur les marchés, qu'on ait un aspect concurrentiel qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui avec des investisseurs qui parfois achètent de la dette française parce qu'il n'y a pas assez de dette allemande sur le marché? Est-ce qu'ils pourraient là plutôt choisir cette nouvelle dette allemande que nous? Aujourd'hui, on n'a pas de raison d'alerte. Quand on voit les adjudications se passent très bien, la demande pour les titres français, elle est là, pas juste parce qu'il n'y a pas assez de titres allemands, mais parce que la dette française, elle est perçue comme étant de bonne qualité, très liquide, avec un profil en termes de maturité, de diversité d'instruments, indexés sur l'inflation, pas indexés sur l'inflation, à différentes maturités, qui répond aux besoins des investisseurs. Et l'agence France Trésor gère ça bien. Et on voit une demande qui est toujours très, très présente pour notre dette. Ensuite, quand il y a beaucoup plus d'appels au marché, si c'est ce que les États-Unis vont faire. À la fin, c'est plus une question de taux. C'est-à-dire que si tout le monde essaye de placer de la dette en même temps, ça devient un peu plus cher pour tout le monde. C'est plus ça le risque un détournement de la dette française. Honnêtement, on n'a aucun signal dans ce sens-là. Roland Gillet, sur les marchés obligataires, vous ne craignez pas qu'à un moment donné, il y ait trop de dettes? Mais il y a sans doute quelque chose qui, moi, me gêne beaucoup plus, c'est le fait que pour le moment, malgré tous les événements qui se sont passés, le fait que les banquiers centraux ont été beaucoup présents, on a eu l'impression qu'il y avait toujours un sauveur de dernier sort, et donc les primes de risque sont relativement faibles d'un pays à l'autre, notamment en Europe. Et même aux États-Unis, si on regarde l'incertitude Trump, on ne peut pas dire pour le moment que les rentiers, entre guillemets, ceux qui ont de la dette, quand on enlève l'inflation, soient nécessairement très bien rémunérés. Et donc, on a vu avec le coût là, des tarifs et du Liberation Day qu'il suffit que ça bouge un petit peu à la marche, puisque c'est jamais que sur un jour, les échanges d'un jour qui peut faire bouger très fort les taux d'intérêt, pour que tout le monde se réveille. Et donc, on pourrait avoir à un moment donné même des taux en Europe qui continuent à baisser sur les émetteurs les meilleurs, et la prime de risque augmentée de l'autre côté, qui compenserait largement cette baisse de taux directeur de la Banque centrale, si vous voulez, ou du taux de l'Allemagne, parce que la prime de risque augmente. Et ça peut même être régional. Vous avez dans certaines zones, en Espagne, en Italie, en Belgique d'ailleurs, des dettes régionales qui sont assimilées parfois parce qu'il y a une garantie plus ou moins d'État, mais qui sont, elles aussi, parfois tout juste limite soutenables. Moi, je suis même très embarrassé de parler de soutenabilité, parce que pour moi, on parle de solvabilité normalement pour quelqu'un qui émet de la dette. Mais ici, on est tellement arrivé à des situations graves qu'on ne compte plus que sur la soutenabilité qui est basée essentiellement sur les cons, et parfois vous mettez tribuables derrière, qui vont un jour devoir la rembourser. Et je pèse mes mots, parce qu'à un moment donné, on en imprime tellement qu'on pense toujours qu'il n'y aura jamais de problème, même quand on a des problèmes qui se multiplient. Et je m'explique, depuis la région, il y a parfois même des dettes provinciales. Enfin, les dettes, en tous les cas, de tout ce qui est public, commencent à être très prégnantes partout. Et il y a eu un acteur qui a empêché que cette dette aille, pendant le Covid, et tant mieux d'ailleurs, à certains moments sur les marchés, puisque la Banque centrale européenne a acheté tout ce qui a été émis de tous les pays à pratiquement 10 € près. Au fur et à mesure qu'elle était émise, elle était prise sur le bilan de la Banque centrale. Et comme vous le rappeliez, maintenant, ils sont en train d'essayer de faire le détricotage dans l'autre sens. Mais je pense que tout ce qui arrive maintenant rend leur action encore de plus en plus difficile, justement pour éviter d'avoir une remontée des taux d'intérêt qui touche à ce moment-là la soutenabilité déjà toute juste, dans période de taux très bas, sans rémunération souvent même pour ceux qui la détiennent, puisque l'inflation mange une partie, voire la totalité de leur rendement, et c'est ce qui a permis que cette dette soit soutenable. Donc il ne faudrait pas grand-chose si on a un accident quelque part. Oui, mais la Banque centrale européenne referait la même chose. Mais oui, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, toute chose n'est pas égale par ailleurs. Avant, vous aviez des ratios dette PIB qui étaient, je vais dire, plus raisonnables qu'on est aujourd'hui, et aujourd'hui, on voit quand même où les enjeux se trouvent. Et donc, il faut être prudent, parce que je trouve que pour le moment, cette partie-là est encore très faiblement rémunérée. Et je ne parle pas de la France en particulier, je parle de différents pays en Europe qui sont encore avec des trajectoires qui sont quand même déviantes. Et on voit d'ailleurs à quel point on va encore en remettre une couche, puisque pour ces pays-là, au lieu de leur dire qu'ils doivent rentrer dans l'ordre, ils ont le droit, pour la partie des 650 milliards, de déroger parce qu'on en a besoin pour la défense. Donc, il faut être prudent.